Je souris, mais ce sourire ne parvint jamais à mes yeux. Je sentis les muscles de mon visage se raidir lorsque ma femme, Irina, leva sa coupe de champagne. À Oleg. À un vrai homme, qui a toujours su atteindre ses objectifs. Ces mots restèrent suspendus dans l'air de ce restaurant luxueux. Les invités levèrent leurs verres, et moi, je regardais ma femme, celle avec qui j'avais passé 30 années de mariage, échanger un regard avec mon associé en affaires. Cet instant, cette seconde où leurs yeux se rencontrèrent. Ce fut là que je ressentis le tout premier spasme d'inquiétude. Le restaurant Panorama avait été réservé exclusivement pour nous, pour cette occasion si spéciale. Nos 30 ans de mariage méritaient une célébration spectaculaire. Les lustres en cristal renvoyaient des éclats de lumière sur des centaines de surfaces vitrées, et la vue sur la ville illuminée s'étendait derrière les parois de verre. Les serveurs gantés de blanc circulaient en silence entre les convives, portant des plateaux de mets si raffinés que j'évitais délibérément d'en estimer le prix. Une fête magnifique, Mikhaïl. Toi seul pouvais organiser quelque chose d'aussi parfait. Point final. C'est Victor, l'un des promoteurs immobiliers les plus influents de la ville, qui me félicita en me tapotant l'épaule. Je hochai la tête, balayant la salle du regard. Tout le monde était là ce soir, des hommes d'affaires influents, des amis de la famille, des collaborateurs de mon cabinet d'architecture. Le succès attire les gens comme le miel attire les abeilles. Merci à chacun d'entre vous. Vous faites tous partie de cette histoire. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien. J'avais commencé dans un petit bureau en périphérie, avec un seul employé et un portfolio médiocre. Aujourd'hui, le visionnaire de l'architecture que j'étais devenu concevait les bâtiments les plus prestigieux du pays. Et Irina avait été à mes côtés depuis le début. Du moins, c'est ce que je croyais. Quel couple magnifique! Comment se fait-il qu'après 30 ans, vous ayez encore l'air de deux adolescents amoureux? Irina m'enlaça par la taille, plus fermement que d'habitude. Son parfum était différent, une fragrance nouvelle. Quand avait-elle acheté ce parfum? Le secret. La confiance, répondit-elle en me regardant droit dans les yeux. Une confiance sans limite. L'orchestre entama notre chanson de bal, celle de notre premier slow. Nous menâmes les invités sur la piste, tourbillonnant au rythme de la musique. Je remarquai Oleg près du bar, nous observant. 25 ans d'amitié, de projets communs. Je me souvenais du jour où je l'avais rencontré. Un jeune ingénieur ambitieux, avec de l'éclat dans le regard et des idées parfaitement en phase avec mes rêves. Tu te rappelles de notre premier projet, lui demandai-je plus tard, alors qu'il se tenait à mes côtés. Bien sûr. Cette petite galerie d'art. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? Il sourit, exhibant des dents d'un blanc éclatant. Il avait toujours soigné les moindres détails, costume impeccable, montre hors de prix, barbe taillée au millimètre. Tout devait être parfait. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi, dis-je en levant mon verre. Et je le pensais vraiment. Du moins, jusqu'à ce soir. Irina dansait à présent avec un cousin éloigné, riant aux éclats. Sa robe rouge virevoltait autour de ses longues jambes. Même à 55 ans, elle captivait encore tous les regards. J'en étais fier. Fier d'elle. Oleg, tu peux me donner ton avis sur le projet de la rive ouest? J'ai des doutes concernant les fondations. Les affaires ne dorment jamais. Même pendant une fête. Tandis que nous parlions, du coin de l'œil, je vis Irina s'approcher du bar. Elle retira une serviette de son doigt, griffonna quelque chose en hâte. Le barman acquiesça et glissa le petit papier dans sa poche. « Tu vois bien que je parle avec ton mari, » dit Oleg en souriant à Irina lorsqu'elle arriva. « Tu ne peux pas attendre une minute? » « Non. Pas quand il s'agit de quelque chose d'important, » répondit-elle en posant sa main sur son bras, un peu plus longtemps qu'il ne fallait. La musique continuait, les invités s'amusaient. Et moi, je restais là, à sourire, pendant que la toute première fissure apparaissait dans les fondations de ma vie. Nous sommes rentrés après minuit. Irina ôta ses talons dans l'entrée en soupirant de soulagement. Quelle soirée splendide! Tout le monde était impressionné. Surtout Oleg, dis-je, scrutant sa réaction. Cette remarque était volontairement personnelle.
Elle se figea un instant, puis haussa les épaules en retirant ses boucles d'oreilles. Tu exagères. J'apprécie simplement sa contribution à l'entreprise. Après tout, c'est ton associé depuis des années. Un vrai homme. Un compliment plutôt inhabituel pour un partenaire d'affaires. Elle s'approcha de moi et posa ses mains sur mes épaules. Tu es fatigué. Ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Je vais prendre une douche. Je la regardai s'éloigner dans le couloir. Son téléphone vibra sur la table de l'entrée. Message de Oleg, tout se passe comme prévu. Je ne l'ouvris pas. Inutile. Je savais. Je savais que ma vie venait de basculer. Irrémédiablement. Définitivement. Je ne dormis pas bien cette nuit-là. J'écoutais sa respiration, calme, régulière comme si rien ne la troublait. Ce calme ne faisait qu'amplifier mon angoisse. Après 30 ans de mariage, je pensais connaître chacun de ses secrets. Mais cette nuit-là, j'eus l'impression de dormir à côté d'une étrangère. Au matin, Irina se leva tôt. Ce qui ne lui ressemblait pas, surtout après une soirée. « Tu vas quelque part ?» lui demandai-je en l'observant appliquer son maquillage avec une précision chirurgicale. « DSPA Oasis. J'ai réservé une journée complète de soins. Un cadeau pour moi-même après le stress d'hier. » Du stress? Je croyais que tu t'étais bien amusé. Elle se retourna vers moi, affichant ce sourire parfait que j'avais tant aimé autrefois. Bien sûr que oui, mais organiser tout cela a été épuisant. J'ai besoin de me détendre. Elle m'embrassa sur la joue et quitta la maison, laissant derrière elle un nuage de ce nouveau parfum. Lorsque j'entendis le moteur de sa voiture s'éloigner, je me levai du lit. La maison était à moi. Pour la première fois depuis des jours. Je n'avais rien prémédité. Je ne suis pas du genre à espionner ma femme. Et pourtant, je me retrouvais dans son bureau, un endroit que je visitais rarement. Irina tenait à son espace. Je l'avais toujours respecté. Mais quelque chose m'attirait là. La pièce était impeccable. Dossiers étiquetés à la main, livres rangés par ordre alphabétique. Son bureau était vide, pas un seul papier en désordre. Irina était la directrice comptable de notre entreprise. L'ordre était sa seconde nature. J'ouvris un tiroir du bureau. Rien d'extraordinaire, fourniture, calendrier, quelques factures, et... C'est alors que je l'ai vue. Une chemise bleu marine dépassait légèrement d'une pile de magazines sur l'étagère du bas. Elle ne semblait pas à sa place, comme si on l'Y avait glissé à la hâte. Je l'ai tirée, sentant un poids étrange s'installer dans mon estomac. Sur la couverture, le titre écrit à la main par Irina, Projets spéciaux. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents financiers de notre entreprise, des contrats dont je n'avais jamais entendu parler, des factures pour du matériel au montant visiblement gonflé, et des décomptes avec des sous-traitants dont les noms ne me disaient absolument rien. Mon cœur s'est accéléré. Je me suis assis par terre, entouré de papiers, et j'ai commencé à tout étaler autour de moi. À chaque page tournée, le tableau devenait plus clair, et plus terrifiant. D'énormes sommes d'argent circulaient à travers des comptes fictifs. Des projets officiellement chiffrés à plusieurs millions étaient en réalité exécutés pour une fraction de ce coût. Le reste? Évaporé. Détourné via un réseau de sociétés écrans. Au fond de la chemise, j'ai trouvé une enveloppe. À l'intérieur, des impressions d'emails entre Irina et Oleg. Tout était planifié. Il ne restait qu'un transfert final prévu pour la fin du mois. Les billets d'avion étaient déjà achetés, départ le 15 juin. Elle ne se doute de rien, écrivait-elle. J'ai ressenti une douleur physique, brutale, comme si on m'avait frappé en plein plexus solaire. J'ai regardé la date. Ce message datait d'une semaine. Le 15 juin, dans 3 mois, il comptait fuir avec l'argent qu'il volait méthodiquement à ma société depuis des années. Je me suis plongé dans les autres emails. Ina et Oleg échangeaient ainsi depuis des années. Au début, de simples allusions, puis des projets de plus en plus explicites. Une maison à Majorque, de nouvelles identités, une nouvelle vie, loin de tout. Dans l'un des courriers, il était écrit noir sur blanc que ma société était au bord de la faillite.
Ils avaient siphonné tellement de fonds que les projets en cours n'avaient presque plus aucune chance d'aboutir. Et moi, l'idiot aveugle, je n'avais rien vu. Trop occupé à dessiner, à créer, à être le visage public de l'entreprise. Sur la dernière page, j'ai trouvé une photo. Ina et Oleg, sur une plage, enlacés, les yeux dans les yeux. La date indiquait qu'elle avait été prise il y a 2 ans. 2 ans. Pendant que je me consacrais corps et âme à un projet de centre commercial colossal, il préparait ma ruine, financière et émotionnelle. J'ai soudain entendu un moteur devant la maison. Irina était de retour. J'ai regardé ma montre, à peine 2 heures s'étaient écoulées. Elle avait dû oublier quelque chose. Pris de panique, j'ai rassemblé les documents, tentant de les remettre exactement comme je les avais trouvés. Les mains tremblantes, j'ai replacé la chemise sous les magazines, en veillant à ce qu'elle dépasse exactement comme avant. Je suis parvenu à retourner dans la chambre juste à temps. J'ai entendu ses pas dans l'entrée. « Mikhail, tu es là ?» J'ai pris une grande inspiration, tentant de maîtriser le tremblement de mes mains. « Oui, je viens tout juste de me lever. » Ai-je répondu, en essayant de rendre ma voix aussi naturelle que possible. Elle est entrée dans la chambre, tenant son sac à main. J'ai oublié ma carte de crédit. Tout va bien? Tu es pâle. J'ai mal dormi. J'ai dû manger quelque chose de pas frais hier. Elle m'a observé un instant, puis a hoché la tête. Tu devrais peut-être te reposer. Je reviens plus tard. Le soir venu, après son départ, je me suis laissé tomber sur le lit. Mon monde venait de s'effondrer. Et pourtant, je devais prétendre que tout allait bien. Mais pour combien de temps encore pourrais-je jouer ce rôle? Et surtout, que ferais-je de tout ce que je venais de découvrir? Une chose était certaine, plus rien ne serait jamais comme avant. 30 années de vie commune, à construire ce que je pensais être du solide, du vrai, et tout cela n'était qu'un château de sable, bâti sur des mensonges. Et je ne faisais que commencer à entrevoir l'ampleur de la trahison. Au retour d'Irina, j'ai réussi tant bien que mal à survivre au dîner. Je répondais par des monosyllabes, me réfugiant derrière un mal de tête. Elle parlait de soins, de massages, des gens qu'elle avait croisés, comme si cette journée n'était qu'une autre journée banale. Et moi, je me demandais comment elle pouvait mentir avec une telle aisance. Avait-elle toujours eu ce don, et j'étais simplement trop aveugle pour le voir? Tu devrais prendre un comprimé et te coucher tôt, a-t-elle suggéré en ramassant les assiettes. Tu as une réunion importante demain avec les investisseurs. J'ai hoché la tête, reconnaissant de pouvoir enfin m'éloigner d'elle. Cette nuit-là, quand j'ai entendu sa respiration régulière, je me suis levé sans bruit. Je devais en savoir plus. Je suis allé au bureau, certain qu'à 7 heures, il serait désert. Ce bâtiment, le fruit de ma vision d'architecte, symbole de ma réussite, me semblait désormais froid, hostile. J'ai ouvert la porte avec ma clé, désactivé l'alarme. La lumière de la ville traversait les murs de verre, projetant des reflets bleutés sur les meubles minimalistes. Dans mon bureau, je me suis assis devant l'ordinateur. Je connaissais le mot de passe d'Irina pour accéder au système comptable. Elle n'avait jamais jugé utile de le cacher. Maintenant, je comprenais pourquoi les registres officiels n'étaient qu'une façade. Pendant des heures, j'ai creusé dans les finances de l'entreprise, plus profondément que jamais. En tant qu'architecte, j'avais toujours fait confiance à mon équipe financière, me concentrant sur la création. C'était ma plus grande erreur. Le système était d'une simplicité diabolique. Pour chaque projet, il existait 2 budgets, l'un officiel, présenté à moi et aux clients, et un autre, réel, bien plus bas. La différence était transférée sur des comptes secrets, contrôlés par Oleg et Irina. Des sociétés fictives obtenaient des contrats pour des prestations inexistantes. Des matériaux étaient achetés à des prix gonflés, les commissions revenant sur des comptes privés. J'ai découvert avec horreur que ce stratagème durait depuis au moins 5 ans. Cela avait commencé par de petites sommes, faciles à faire passer pour des erreurs. Puis c'était devenu un siphonnage organisé. Et je le voyais clairement à l'écran, mon entreprise, l'œuvre de toute une vie, se vidait lentement de son sang. Les souvenirs me frappaient comme des vagues. Oleg, il y a 3 ans,
me proposant de prendre en charge certains aspects financiers. Tu devrais te concentrer sur ce que tu fais le mieux, la création. Ina, 1 an plus tard, me convainquant d'ouvrir une succursale à l'étranger, une bonne opportunité de diversification. Toutes ces soirées où ils restaient ensemble au bureau pour finaliser les comptes. J'ai trouvé un compte secret en Suisse. Plus de 3 millions d'euros. Mon argent. L'argent de notre société, celle que j'avais bâtie durant des décennies. La trace numérique m'a conduit plus loin. Dans les archives email d'Oleg, auxquelles j'avais accès en tant que cofondateur, un dossier portait les initiales, IM. Ina Melnik. Ma femme. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Est-ce que je voulais vraiment tout savoir? Ne valait-il pas mieux les prendre la main dans le sac, appeler la police, mettre fin à ce cauchemar au plus vite? Mais la curiosité, cette même impulsion qui m'avait toujours poussé à découvrir ce qui se cache derrière chaque mur, chaque ligne de plan, elle a été la plus forte. Le dossier contenait des centaines de messages. Je passais les échanges professionnels en revue, cherchant quelque chose de plus personnel, de plus intime. Et j'ai trouvé les photos. Des dizaines de photos d'Irina et d'Oleg dans des chambres d'hôtel, sur des plages, dans des endroits que je pensais n'avoir partagés qu'avec elle. J'ai vacillé sur ma chaise. Ce n'était pas seulement une fraude financière. C'était une liaison complète, un amour adultère qui durait depuis des années, juste sous mon nez. Les photos étaient datées et les plus anciennes remontaient à 7 ans. 7 ans. 7 ans à vivre une double vie. Pendant un instant, l'idée la plus sombre m'a traversé l'esprit. Dans le tiroir de mon bureau, je gardais une bouteille de whisky et une boîte de somnifères. Il aurait été si facile de les mélanger, de s'endormir, et de ne jamais se réveiller. Me libérer de cette douleur qui me déchirait de l'intérieur. Mais quelque chose en moi s'est rebellé. La colère. Le sentiment d'injustice. Je ne méritais pas ça. J'avais travaillé honnêtement toute ma vie. J'avais aimé cette femme pendant 3 décennies. J'avais fait confiance à cet homme comme à un frère. Non. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne partirai pas en silence. Avec une nouvelle détermination, j'ai commencé à élaborer mon plan. J'ai rassemblé des copies de tous les documents, sauvegardé les fichiers, fait des captures d'écran du système comptable. Les preuves devaient être irréfutables. À l'aube, j'ai quitté le bureau avec une clé USB pleine d'informations. Je me suis arrêté dans un café ouvert 24 heures sur 24, et j'ai cherché un numéro sur mon téléphone. Wiktor Kowalski, détective privé, que j'avais engagé autrefois pour vérifier un partenaire commercial. Il me fallait quelqu'un pour rassembler davantage de preuves, surtout sur leur projet commun. Je suis rentré chez moi alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres. Irina dormait encore. Je l'ai regardée un instant, son visage paisible, ces traits délicats que j'avais tant aimés. Mais qui était vraiment cette femme? L'ai-je jamais réellement connue? Je me suis allongé à côté d'elle, sachant que je ne dormirais pas. Mes pensées galopaient, repassant chaque année de notre relation, chaque souvenir, chaque moment qui me paraissait sincère et vrai. Était-ce tout un mensonge? M'avait-elle jamais aimé? Ou n'étais-je qu'un moyen pour parvenir à ses fins? Un distributeur automatique finançant sa vraie vie avec Oleg. Cette nuit fut la plus longue de toute ma vie. Je suis resté allongé, immobile, observant la lune céder sa place au soleil. Tandis que mon monde s'effondrait en silence. Le son du réveil m'a tiré d'un demi-sommeil. Irina s'est étirée à côté de moi. Sa main a effleuré mon bras. Autrefois, ce simple geste aurait réchauffé mon cœur. Aujourd'hui, je n'ai ressenti qu'un froid glacial. Bonjour, mon amour. Tu te sens mieux? Demanda-t-elle en repoussant une mèche de cheveux de son visage. Beaucoup mieux, ai-je menti en me levant du lit. Le théâtre de ma nouvelle vie venait de commencer. Une vie dans laquelle je devais faire semblant que tout allait bien. La routine matinale habituelle, douche, rasage, petit déjeuner, était devenue un supplice. Chaque geste devait paraître naturel. Chaque mot, ordinaire. Tu te souviens qu'on est invité chez les Nowak samedi? Irina me servait du café dans ma tasse préférée.
Elle faisait toujours attention à ce genre de détails. L'épouse parfaite. Toujours. Martha fête ses 50 ans. Je m'en souviens, ai-je répondu, en me demandant si nous allions encore faire semblant d'être un couple ce jour-là. Ou si tout aurait explosé d'ici là. Au bureau, un autre défi m'attendait. La rencontre avec Oleg. Il m'a accueilli comme toujours. Une poignée de main ferme, une tape amicale sur l'épaule. Tu fais une drôle de tête, vieux. La fête t'a achevé? C'est ça, vieillir? Il a ri, s'asseyant en face de moi. J'ai fixé sa cravate bleu marine à pois discret. Je fuyais son regard, de peur que mes yeux ne trahissent la haine bouillonnante en moi. Juste une infection, ai-je murmuré. Rien de grave. Nous avons parlé des projets en cours, des difficultés techniques, des délais. Il parlait avec enthousiasme des opportunités en Asie, des investissements prometteurs pour les années à venir. Des années qu'il ne comptait même pas passer ici. Tu penses quoi de ces investissements à long terme? Tu crois que ça vaut le risque? M'a-t-il demandé, se penchant vers moi. Je l'ai regardé, cet homme que je connaissais depuis 25 ans. Avait-il toujours eu cette lueur calculatrice dans les yeux? Avait-il toujours planifié ma chute? Ou bien l'idée lui était-elle venue plus tard? Je pense qu'il faut toujours investir dans l'avenir, ai-je répondu en souriant. Alors que j'avais l'impression que mon visage allait se fissurer sous la pression. L'après-midi, j'avais du mal à me concentrer. Mon esprit vagabondait parmi les souvenirs, comme en feuilletant un vieil album photo. Le voyage en Italie pour notre 20e anniversaire. Irina était enchantée par cet hôtel romantique à Venise. Maintenant, je comprenais pourquoi elle avait insisté pour que je reparte 2 jours plus tôt. Des affaires urgentes m'appelaient. Mais l'avait-elle passée seule? Ou bien Oleg l'avait-il rejointe là-bas? La montre de luxe qu'elle m'a offerte pour mon anniversaire, il y a 3 ans. Tu mérites le meilleur, mon amour. Était-ce un cadeau dicté par la culpabilité, payé avec mon propre argent? Nos vacances avec Oleg et son ex-femme. Combien de fois se sont-ils échangés des regards significatifs quand personne ne les regardait? Combien de fois nous ont-ils laissés seuls près de la piscine pour vérifier leurs emails dans la chambre? Le son du téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était le détective. Monsieur Melnik, j'ai les premières informations. Je peux venir ce soir. Mieux vaut en parler en face à face. Venez à mon bureau à 21h. Je serai seul, lui répondis-je. À peine avais-je raccroché que Karol Wisniewski, mon vieil ami et ingénieur en chef, apparut dans l'embrasure de la porte. Tout va bien, Michaj. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai failli éclater de rire. Un fantôme? J'avais vu bien pire. J'avais vu la mort de mon mariage, la ruine de ma société, la trahison des personnes les plus proches. Juste un peu de fatigue. Trop de travail. Karol s'est assis au bord de mon bureau. On se connaît depuis 30 ans. Tu crois que je ne vois pas quand quelque chose ne va pas? Depuis la fête, tu erres comme un zombie. Un instant, j'ai envisagé de lui dire la vérité. J'avais besoin d'un allié. D'un ami, de quelqu'un à qui je pourrais faire confiance. Mais, et s'il faisait lui aussi partie du mensonge? Et si tout le monde savait, riait derrière mon dos, plaignait le pauvre Michaj naïf? C'est juste le stress. Ça passera. Karol sortit. Et là, dans le couloir, j'ai entendu des voix. Celle d'Irina, et... c'était Oleg. Je me suis rapproché doucement de la porte, tendant l'oreille. Tout se déroule comme prévu. Dans 3 mois, nous serons libres. La voix d'Oleg était basse, mais chaque mot était limpide. Je suis inquiète pour Mikhail. Il agit bizarrement depuis la réception. Irina semblait troublée. Était-ce pour moi? Ou pour leur plan? Sois juste prudente. Il ne doit rien soupçonner. Pas maintenant, alors que nous sommes si proches du but. Leurs pas se sont éloignés. Je me suis adossé au mur, le souffle court, sentant quelque chose m'étrangler la gorge. Une douleur physique s'est répandue dans ma poitrine. Une crise cardiaque? Non.
C'était bien plus cruel. C'était la douleur brutale de la trahison, transperçant mon cœur. Le soir venu, juste avant l'arrivée du détective, j'ai installé des caméras et des micros miniatures dans la maison et au bureau. Je les avais achetés en rentrant du travail. Je les ai dissimulés soigneusement derrière les tableaux, dans les pots de fleurs, sous le bureau. S'il tramait quelque chose, je voulais tout savoir. Victor est arrivé à l'heure. Il était jeune, mais ses yeux avaient vu bien trop de choses. J'ai des enregistrements de l'hôtel Belvedere. Votre femme et monsieur Nowicki s'y retrouvent régulièrement. Toujours le même jour, chaque semaine. Il m'a montré les photos. Ina entrant dans l'hôtel. 10 minutes plus tard, Oleg. Et 3 heures après, ils sortaient ensemble. Ce n'est pas tout, a-t-il ajouté en ouvrant son ordinateur portable. Sur l'écran est apparu le scan d'un billet d'avion. Destination, Majorque. Date, 15 juin. Nom, Irna Nowak. Nowak, ai-je demandé, comme frappé d'un coup violent dans l'estomac. Nouveau passeport, nouvelle identité, tout est prêt. Cette nuit-là, quand je suis rentré, Irina dormait déjà ou faisait semblant. Je me suis tenu au-dessus d'elle, regardant la femme que j'avais aimée pendant 30 ans. La femme qui complotait ma destruction. Pourquoi, ai-je chuchoté, même si je savais que je n'aurais aucune réponse. Pas ce soir. Mais je me suis juré que je l'aurais un jour. Et qu'elle serait plus amère que tout ce qu'il pouvait imaginer. J'avais besoin d'aide professionnelle juridique, financière, stratégique. Le matin suivant, j'ai appelé le cabinet, Victor et partenaires, spécialisé dans les affaires économiques et les divorces. Je les ai choisis précisément parce qu'ils n'avaient jamais travaillé avec ma société. Le risque de fuite d'informations était minime. Il me faut un rendez-vous discret. Aujourd'hui. La secrétaire tentait de me fixer un créneau pour la semaine suivante. Maître Victor a un agenda complet. Je paierai le double. Silence. Puis. Venez à 19 h. Toute la journée, j'ai joué la comédie. Lors du déjeuner avec Oleg, nous avons parlé du nouveau projet de centre culturel. Il présentait avec enthousiasme des idées novatrices, conçues pour séduire les critiques. Pendant ce temps, je calculais combien d'argent il comptait détourner. Tu as meilleure mine aujourd'hui, a-t-il noté en se servant une deuxième tasse de café. Cette infection s'en va. Oui. Je me sens plus fort. Comme si un voile s'était levé devant mes yeux. Je ne mentais pas. Une nouvelle force m'habitait. Une détermination froide. Une rage glacée prête à m'entraîner dans l'action. À 17 h, je suis discrètement sorti du bureau sous prétexte d'un rendez-vous avec un client potentiel. Maître Andrei Victor s'est révélé être un homme de 60 ans, au regard perçant et aux gestes précis. Vous avez un problème, a-t-il déclaré après m'avoir écouté. Ce n'était pas une question. Oui. Et j'ai besoin d'une solution qui ne me détruise pas complètement. Pendant 2 heures, nous avons examiné la situation sous tous les angles légal, financier, personnel. Nous avons évoqué les options, de l'arrestation immédiate des coupables à des actions plus subtiles sur le long terme. Le premier pas, c'est de sécuriser ce qu'il vous reste, a dit Victor en griffonnant un schéma. Il faut créer une structure pour protéger vos avoirs personnels de la chute de l'entreprise. L'entreprise va tomber, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Vu l'ampleur de la fraude que vous décrivez, c'est très probable. Mais si nous agissons rapidement, nous pouvons sauver une partie du capital et votre réputation. Le plus important, c'est de vous dissocier clairement des actes criminels de vos associés. Je suis rentré après 22 heures. Irina était assise dans le salon, feuilletant des documents. À ma vue, elle les a rangés précipitamment. Où étais-tu, a-t-elle demandé, d'un ton faussement détaché. Réunion avec un investisseur allemand. Il s'est intéressé à notre projet de centre culturel. Pourquoi tu ne m'en as rien dit? C'était improvisé. Il a appelé cet après-midi. Il passait en ville. Elle m'a regardé longuement, essayant de deviner si je disais la vérité. Je n'ai pas détourné les yeux. Autrefois, j'aurais été gêné par le mensonge. Aujourd'hui, j'étais un acteur jouant son rôle.
le rôle principal de sa propre vie. Le lendemain, j'ai commencé à mettre en œuvre le plan de Victor. J'ai ouvert un compte bancaire secret, dans une banque dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'y ai transféré une partie de mes économies personnelles. Peu à peu, j'ai repris le contrôle des projets clés de l'entreprise, en les confiant à des employés de confiance, en écartant les gens d'Oleg. Il se passe quelque chose avec les comptes des projets, m'a dit Thomas, le chef comptable, que j'avais convoqué pour un entretien privé. Depuis quelques mois, je remarque des transactions inhabituelles. Quelles transactions, ai-je demandé, feignant la surprise. De gros virements à des sous-traitants que je ne connais pas. Tous approuvés par Madame Ira ou Monsieur Oleg. Je me suis demandé si Thomas était complice ou s'il avait simplement peur d'exprimer ses soupçons. Je tâtais le terrain. En as-tu parlé à quelqu'un? J'ai tenté d'aborder le sujet avec Madame Ira, il y a un mois. Elle m'a dit que c'était une nouvelle stratégie fiscale que vous aviez validée. Un mensonge de plus. Et je me demandais combien d'autres j'allais encore découvrir. Le soir, j'ai rencontré Janusz Borkowski, mon conseiller bancaire personnel depuis des années. Son visage, en voyant certains documents, oscillait entre le choc et la compassion. « Tu n'avais pas remarqué ces transferts plus tôt ?» demanda-t-il, avec prudence. Je faisais confiance à ma femme, et à mon associé. Je m'occupais du design, pas des finances. Janusz hocha la tête avec compréhension. Nous pouvons bloquer certains comptes, mais j'ai besoin d'un signalement officiel de fraude. Je n'ai pas encore besoin de plus de temps. En rentrant chez moi, j'ai remarqué la voiture d'Oleg, garée 2 rues plus loin. J'ai stationné un peu plus loin et j'ai attendu. Après 20 minutes, j'ai vu Irina sortir de notre maison, jeter un regard nerveux autour d'elle et monter dans sa voiture. Ils sont partis ensemble. Les enregistrements des caméras cachées ont confirmé mes pires soupçons. Ils se rencontraient chez nous pendant que j'étais au travail. Ils parlaient ouvertement de leur plan de fuite, d'une nouvelle vie, de la façon dont ils allaient dépenser l'argent volé. Mikhail se doute de quelque chose, dit Irina sur l'enregistrement. Il agit différemment. Il commence à poser des questions sur les finances de l'entreprise. Calme-toi, répondit Oleg. Il n'a jamais rien compris aux finances. Il a toujours été un rêveur, un artiste, pas un homme d'affaires. C'est pour ça qu'il était si facile de gérer les fonds. Leur rire m'a blessé plus que leurs paroles. Ils se moquaient de moi, de ma naïveté, de la confiance que je leur avais accordée. Victor m'appelait chaque jour avec de nouvelles idées, de nouvelles étapes dans notre plan. Le détective me fournissait d'autres preuves, photos, enregistrements de conversations, copies de documents. Mon monde s'était réduit à une seule mission, survivre, reprendre le contrôle, me préparer à l'affrontement final. Chaque jour, je portais le masque de la normalité, mais sous ce masque grandissait ma détermination. Je ne les laisserai pas gagner. Pas cette fois. Le restaurant La Vita avait une ambiance intime, lumière tamisée, musique discrète, tables espacées. L'endroit parfait pour une conversation sincère. J'étais assis, les yeux fixés sur l'entrée, lorsque je l'ai vue, ma fille. Katrina ressemblait toujours plus à Irina qu'à moi. Les mêmes yeux perçants, la même démarche, comme si le monde lui appartenait. À 28 ans, elle était déjà une créatrice de mode reconnue, avec sa propre ligne de vêtements et des contacts dans toute l'Europe. « Papa !» s'exclama-t-elle en m'embrassant chaleureusement, laissant dans l'air un parfum que portait aussi Irina. « Désolé pour le retard. C'est l'enfer sur les routes. Ce n'est rien. Je viens juste d'arriver. » Mentir m'était devenu plus facile. En réalité, j'attendais depuis presque une demi-heure, préparant chaque scénario possible pour cette conversation. « Tu as l'air fatigué ?» dit-elle en me regardant attentivement. « Maman m'a dit que tu travailles beaucoup en ce moment. » Donc, elle parlait de moi. Que lui disait encore Irina? Une période difficile à l'entreprise. Nouveau projet, nouveaux défis. Nous avons commandé à déjeuner. Katrina me parla de son dernier défilé à Milan, de ses projets d'expansion, de ses soucis avec les sous-traitants. Je l'écoutais attentivement, à la recherche de sens cachés, de doubles discours. Me disait-elle la vérité? J'ai soudain compris qu'elle jouait peut-être un rôle,
elle aussi, dans cette pièce de théâtre. Comment avance ce grand projet de centre culturel? Demanda-t-elle en remuant sa salade. Maman m'a dit qu'il y avait des soucis de financement. Mon cœur s'arrêta. Pourquoi Irina lui parlait-elle des finances de l'entreprise? Tout est sous contrôle. De simples turbulences habituelles dans un gros projet. Mais vous avez une sécurité financière, non? Maman m'a parlé de réserve. Chaque mot sonnait comme une alarme dans ma tête. Katrina ne s'était jamais intéressée aux détails financiers auparavant. Et maintenant, elle posait des questions précises, comme si elle cherchait des informations bien ciblées. Bien sûr, nous avons toujours un plan B. Je l'observais pendant qu'elle mangeait. À son poignet, une nouvelle gourmette en platine sertie de petits saphirs. Bien trop cher pour une jeune créatrice de mode. Magnifique bracelet. Un nouvel achat? Elle le toucha doucement et sourit. Un cadeau, d'un ami. Il doit être très généreux, cet ami. Elle rougit légèrement. Il a les moyens. Et bon goût. La conversation dériva vers d'autres sujets. Mais dans mon esprit, une image troublante se formait. Quelques minutes plus tard, elle mentionna ses projets pour juin. Je pense partir un moment. Peut-être Majorque. J'ai entendu dire que c'est l'endroit parfait pour se reposer et trouver de nouvelles inspirations. Majorque. Le 15 juin. La même date que j'avais vue dans les emails d'Irina et Oleg. Intéressant, dis-je. Justement, je travaille sur un projet hôtelier à Majorque. Peut-être qu'on s'y croisera par hasard? Sa réaction fut à peine perceptible. Une légère tension dans les épaules. Un changement dans son regard. Peut-être. Tu sais ce que c'est, les projets. Tout peut changer. Après le déjeuner, je proposai de la raccompagner. Elle refusa, disant qu'elle avait un rendez-vous à proximité. Elle m'embrassa sur la joue et partit d'un pas rapide. Au lieu de retourner au bureau, je la suivis. Katrina parcourut quelques rues et entra dans un café à l'angle. Par la vitre, je la vis s'asseoir à une table où Oleg l'attendait déjà. Sa main se posa sur la sienne dans un geste bien trop intime pour être purement professionnel. Le sol se déroba sous mes pieds. Ma fille, était-elle la maîtresse d'Oleg? Était-elle au courant de la liaison de sa mère? Ou peut-être, étaient-ils tous les trois complices contre moi? Je suis retourné à ma voiture, pris de nausée. J'ai appelé Victor. J'ai besoin d'en savoir plus sur ma fille. Ses contacts. Ses rendez-vous. Tout. C'est délicat, soupira-t-il. Mais je comprends. Je m'en occupe. Chez moi, j'ai fouillé de vieux albums photos. Katrina enfant, toujours plus proche de sa mère que de moi. Moi, toujours occupé à bâtir l'entreprise, rarement présent. Irina, mère parfaite, tissant un lien indestructible avec sa fille. Et si tout ça faisait partie du plan depuis le début? Et si elle avait élevé Katrina en lui apprenant que la loyauté envers la mère valait plus que la vérité? Les souvenirs prenaient soudain un autre sens. Katrina adolescente, enfermée dans sa chambre à mon retour du travail. Irina, disant que c'était l'âge difficile. Les vacances familiales, où Katrina passait plus de temps avec Oleg qu'avec moi, sous prétexte qu'il lui parlait d'art. Une famille d'acteurs. Ils jouaient tous un rôle dans cette pièce dont j'étais le seul spectateur inconscient. 2 jours plus tard, Victor m'apporta un rapport. Katrina rencontre Oleg régulièrement depuis au moins 1 an. Toujours dans des lieux discrets. Toujours en évitant d'être vu. Ils communiquent via une appli de messagerie chiffrée. Est-ce qu'il? Je ne pus finir ma question. C'est ce que tout laisse penser, dit Victor à voix basse. Mais il y a autre chose. Nous avons trouvé un compte bancaire commun. Oleg y verse d'importantes sommes. Le compte a été ouvert il y a 6 mois. Exactement le moment où leur plan de vol d'argent de l'entreprise est passé en phase finale. Est-ce que Katrina a des contacts avec des agences immobilières à l'étranger? Victor consulta ses notes. Oui. Elle a parlé avec une agence à Majorque. Elle a visité une villa à Porto Andratx. Un quartier de luxe. Les prix commencent à 2 millions d'euros.
Cette nuit-là fut la pire de toutes. J'avais perdu ma femme. Mon ami. Et maintenant, ma fille m'avait trahi pour de l'argent. Et qui sait quoi d'autre encore? Ma famille, tout ce que j'aimais, s'est avéré n'être qu'une illusion. Pendant des heures, je suis resté allongé dans l'obscurité, à peser mes options. Je pourrais tout arrêter maintenant. Appeler la police, montrer les preuves, anéantir leur plan, mais je perdrais alors ma fille à jamais. Quelle que soit son implication dans cette affaire, elle restait mon enfant. Restait-il en elle quelque chose de cette petite fille qui me regardait autrefois avec admiration? Était-il encore possible que Katrina n'ait pas eu pleinement conscience de l'ampleur de la tromperie? Peut-être qu'Oleg la manipulait, exploitant sa confiance. Ou bien n'était-elle qu'un simple pion dans le jeu d'Irina et Oleg? J'avais besoin de réponses. Je devais savoir jusqu'à quel point ma fille était mêlée à tout cela. Avant de porter le coup final, je voulais être sûr qu'il restait ne serait-ce qu'une infime chance de sauver cette relation, la seule qui comptait encore vraiment dans ma vie. Le passé est le fondement du présent. Cette pensée m'obsédait alors que je fouillais de vieux cartons dans la cave. Chaque photo, chaque document, chaque souvenir pouvait contenir un indice que je n'avais pas vu auparavant. Une clé pour comprendre quand et comment tout cela avait commencé. Je sortis des cartons poussiéreux des albums photos datant des premières années de notre mariage. Irina, jeune et radieuse, tenant la petite Katrina dans ses bras. Moi, père fier, une main posée sur l'épaule de ma femme. Et déjà, Oleg. Présent dans nos vies comme l'ami de la famille, toujours légèrement en retrait. Son regard capté par l'objectif, même à l'époque, laissait transparaître quelque chose que je n'avais pas su nommer. Du désir? De la jalousie? Un calcul froid? Je reposai l'album et pris une boîte contenant les anciennes vidéos de famille. Le vieux lecteur BVB grinça en protestation, mais finit par lancer un enregistrement, l'anniversaire des 10 ans de Katrina. Irina, affairée à disposer les snacks sur la table. Moi, arrivant en retard d'un rendez-vous important, un cadeau sous le bras. Et Oleg, surgissant sans prévenir, portant une immense boîte contenant une maison de poupée, le cadeau dont Katrina rêvait depuis des mois. Tonton Oleg, c'est toujours ce que je veux, avait dit ma fille en le serrant dans ses bras, plus fort qu'elle ne m'avait jamais serré moi. À l'époque, cela ne me dérangeait pas. J'étais heureux qu'elle ait un oncle aussi attentionné. Je fis avancer la vidéo jusqu'aux vacances en Grèce, il y a 15 ans. Katrina, adolescente timide, posant avec gêne dans son nouveau bikini. Irina, allongée sur une chaise longue, immense chapeau sur la tête, absorbée par sa lecture. Moi, toujours en train de travailler, même à la plage, avec un ordinateur sur les genoux. Et Oleg, encore lui. Cette fois, apprenant à Katrina à plonger, lui tenant la main un peu trop longtemps, bien plus que nécessaire. Je stoppais la vidéo, zoomé sur l'image. En arrière-plan, loin derrière les vacanciers, on distinguait Irina et Oleg, en pleine conversation intense, se croyant à l'abri des regards. Sa main à elle posée sur son épaule à lui, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. Peut-être que tout avait commencé à ce moment-là. Le lendemain, je suis allé voir Anna Kowalczyk, une vieille femme qui avait été la nounou de Katrina durant les 10 premières années de sa vie. Elle vivait désormais dans un petit appartement en banlieue, survivant grâce à une pension de retraite que, comme j'allais l'apprendre, Irina complétait généreusement chaque mois. « Monsieur Michal ?» Quelle surprise, m'a-t-elle lancé en m'ouvrant la porte. Son appartement sentait le gâteau fait maison et la lavande. « Excusez-moi de venir sans prévenir. Je traverse une sorte de crise de la quarantaine. Je me replonge dans les souvenirs. » Elle m'a souri avec douceur. « C'est tout à fait normal. Entrez donc, je vais faire du thé. » Nous avons bavardé poliment du temps qu'il faisait, de sa santé, puis j'ai doucement orienté la conversation vers l'époque où elle travaillait pour nous. Katrina était une enfant si charmante. Vous aviez un lien très spécial avec elle. Oui, dit-elle en me servant une tasse. Elle était unique. Très attachée à sa mère. Et à moi, demandai-je à voix basse. Elle hésita, évitant mon regard. Vous étiez très occupé à bâtir votre entreprise. Il est normal qu'un enfant passe plus de temps avec sa mère.
Et avec Oleg, ajoutai-je. Il venait souvent quand je n'étais pas là. Anna se tortilla légèrement sur sa chaise. Monsieur Nowicki venait souvent, oui. Il apportait des cadeaux à Katrina. Il emmenait elle et Madame Irina en sortie. Pendant que je travaillais? Monsieur Michal. Elle s'interrompit. Il y a des choses qu'il vaut peut-être mieux ne pas déterrer. Quelle chose? Elle poussa un long soupir. Je ne veux pas avoir d'ennui. Madame Irina a toujours été très généreuse avec moi. Même aujourd'hui, elle veille à ce que je ne manque de rien. Elle achète votre silence, dis-je, plus comme un constat que comme une accusation. Je ne sais rien avec certitude, dit-elle doucement. Mais parfois, quand je revenais à l'improviste pour une course oubliée, je les surprenais dans des situations, disons, difficiles à expliquer. Monsieur Nowicki sortant de la chambre d'Irina en remettant sa chemise. Ou bien il est resté seul à la maison, m'envoyant au cinéma avec Katrina. Depuis quand? Depuis toujours, du plus loin que je me souvienne. Donc Irina me trompait pendant tout notre mariage. Peut-être qu'elle ne m'avait jamais aimé. Peut-être que je n'étais qu'un outil commode, un socle stable pour sa véritable vie avec Oleg. Et Katrina? Était-elle au courant? Anna hésita encore. Les enfants sentent plus de choses qu'on ne croit, surtout les enfants sensibles, comme elle. En quittant l'appartement de Anna, je me rendis directement chez Stanislaw Komorowski, un ancien camarade d'université. Il était aujourd'hui un procureur réputé, spécialisé dans les crimes financiers. Il m'avait mis en garde contre Oleg, il y a des années. Je ne l'avais pas écouté. Michal, vieux frère, m'accueillit-il, me serrant la main. Que me vaut cette visite après tant d'années? Tu avais raison, lui dis-je franchement. À propos d'Oleg. Tu avais raison. Son visage se fit grave. Qu'a-t-il fait? Je lui racontai tout, le détournement de fonds, la trahison, le projet de fuite. Il m'écouta sans m'interrompre, hochant simplement la tête de temps à autre. Il y a toujours eu quelque chose de louche chez lui, dit-il enfin. Tu te souviens de cette histoire à la fac? L'argent du conseil étudiant qui avait disparu? On n'a jamais pu prouver sa culpabilité. Il était malin, et avait du soutien. De ta future femme. Je le fixais. Que veux-tu dire? Ina était alors trésorière du conseil. C'est elle qui a garanti son innocence. Elle a fourni des documents qui l'ont disculpé. Très convaincant. Tu insinues qu'ils étaient déjà complices à l'époque? Je ne l'insinue pas. Je l'affirme. J'ai enquêté là-dessus à mes débuts comme procureur. Les documents étaient des faux. Mais qui aurait soupçonné la brillante et adorable étudiante en droit? Irina avait étudié le droit avant de se tourner vers la comptabilité. Encore une pièce du puzzle qui trouvait sa place. En fin de journée, je rendis visite à une dernière personne, Marek Lipski, notre ancien comptable. Il avait été licencié il y a 10 ans pour irrégularité financière. Il vivait désormais dans une petite ville, travaillant comme professeur de mathématiques. Curieux, dit-il en m'ouvrant. Je savais que ce jour viendrait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive 10 ans plus tard. Son logement était modeste mais bien rangé. Des diplômes et des dessins d'élèves ornaient les murs. Tu m'as accusé de vol. Tu as détruit ma carrière, me lança-t-il en posant un verre d'eau devant moi. Les documents t'accusaient, répondis-je. Les documents peuvent être falsifiés. Surtout quand la comptable en chef est. Le partenaire commercial avait besoin d'un bouc émissaire. Il fit glisser vers moi un classeur jauni. J'attendais ce moment depuis longtemps. Tout est là. Des copies de documents authentiques, des notes, des dates, tout ce qui pointe vers les vrais voleurs. J'ai feuilleté les papiers. Les notes méticuleuses de Marek retraçaient le début du processus. Les premiers petits vols, des tests pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, puis des montants de plus en plus élevés, des opérations de plus en plus audacieuses. Pourquoi n'es-tu pas allé à la police? Il éclata de rire, d'un rire amer. Contre ta femme? La fille d'un juge respecté? Avec ses connexions? Moi, j'étais juste un comptable de province. Je n'avais aucune chance.
En rentrant à la maison, Irina m'attendait avec le dîner. Souriante, parfaite, comme toujours. Je me suis demandé si ce sourire avait un jour été sincère. Si quoi que ce soit dans ma vie avait jamais été vrai. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit alors que je fixais le plafond, incapable de dormir. Des fragments isolés du puzzle s'assemblaient peu à peu, formant une image à la fois douloureuse et d'une clarté accablante. Et le plus étrange, c'était de ne pas l'avoir vu plus tôt. Il était grand temps d'agir. Le lendemain matin, j'ai rencontré Andrei Victor et son associé, l'ancien procureur Thomas Lewandowski. Dans une salle de conférence discrète, nous avons étalé toutes les preuves collectées, documents financiers, enregistrements, témoignages de témoins. Le dossier est solide, déclara Lewandowski en feuilletant les fichiers. Suffisant pour des accusations de détournement de fonds, fraude, falsification de documents. Minimum 10 ans de prison. Et pas seulement pour eux, ajouta Victor en me regardant droit dans les yeux. Ta fille est impliquée aussi. Les preuves sont sans équivoque. Je sentis une pression dans ma poitrine. Malgré tout ce que j'avais découvert, l'idée de voir Katrina en uniforme de prisonnière me brisait encore le cœur. Quelles sont mes options? Demandai-je, tentant de rester calme. Nous pouvons signaler les faits immédiatement. La police interviendra, sécurisera les documents, procédera aux arrestations. Mais je perdrai tout, fis-je remarquer. L'entreprise s'effondrera lorsque les irrégularités éclateront au grand jour. Ma réputation sera détruite. Lewandowski hocha lentement la tête. La deuxième option est plus discrète. Une confrontation sous contrôle. Présenter les preuves. Négocier un accord. Un accord? Le remboursement de l'argent volé en échange d'un abandon des poursuites. C'est risqué juridiquement, mais possible si tout est formulé avec soin. Nous avons passé plusieurs heures à peaufiner les détails du plan. Il me fallait un terrain neutre, un lieu où je pourrais les confronter tous en même temps, présenter les preuves, les forcer à avouer. Une conférence professionnelle, suggéra Victor. Dans 3 semaines, il y a la réunion annuelle de l'Association des architectes. Tu es l'un des principaux intervenants. Tu pourrais utiliser ta présentation. Trop public, l'interrompis-je. Il me faut quelque chose de plus intime, mais toujours officiel. Et une réunion interne de l'entreprise. Une présentation de la nouvelle stratégie destinée aux employés et partenaires clés. L'idée était bonne. Une conférence interne me donnerait le contrôle total sur les invités, l'espace, le déroulement des événements. Je pourrais planifier chaque détail, chaque minute. Je m'occupe de la préparation des documents juridiques, dit Victor. Un contrat qu'ils devront signer s'ils veulent éviter la prison. Et moi, j'organise une équipe qui sécurisera les preuves au cas où les choses exploseraient, ajouta Lewandowski. Il faut s'assurer qu'ils ne détruisent rien dans la panique. En rentrant chez moi, ma première étape fut de réécrire mon testament. Dans un cabinet juridique situé dans une autre ville, loin de tout cercle familier, j'ai rédigé un nouveau document. Katrina et Irina étaient déshéritées. Mes biens devaient revenir à une fondation soutenant de jeunes architectes. Une fin symbolique à toutes mes illusions. Le soir, Victor m'appela. Détective. J'ai de nouvelles informations. Votre fille était à la banque aujourd'hui. Elle a retiré une grosse somme en liquide. Combien? 50 000 €. Le maximum sans déclaration spéciale. Ils se préparent, murmurai-je. Ils accélèrent les choses. Il y a autre chose, ajouta Victor. Elle a ensuite rencontré un jeune homme. Ce n'était pas Oleg. Quelqu'un d'autre. Une nouvelle pièce du puzzle. Une personne de plus impliquée dans le plan. Qui est-ce? Je travaille dessus. Pour l'instant, j'ai juste des photos. Il me les envoya sur mon téléphone. Katrina en pleine discussion avec un grand blond. Son visage me disait quelque chose, sans que je puisse le replacer. Ce soir-là, j'ai dîné avec Irina. Je l'observais manier les couverts avec élégance, choisir soigneusement ses mots dans une conversation anodine sur le temps, les amis, les banalités du quotidien. Une actrice parfaite.
Je pensais organiser une conférence interne, lui dis-je entre deux bouchées. Présenter la nouvelle stratégie de développement, mettre en valeur nos réussites. Excellente idée, répondit-elle immédiatement. Quand? Dans 2 semaines. Juste avant ton départ pour la conférence des comptables. Elle se figea une fraction de seconde. Elle n'avait jamais prévu de conférence des comptables. C'était son alibi pour la fuite. Ah, oui. J'avais presque oublié ce voyage. Tu ne peux pas le repousser. C'est une réunion importante pour l'entreprise. Je ferai de mon mieux, dit-elle avec un faux sourire. Le lendemain, je pris contact avec mon vieil ami Adam Majewski. Nous nous connaissions depuis l'université. Le seul de mes proches à ne jamais avoir eu de lien avec mon entreprise, ni avec Irina et Oleg. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale, lui dis-je dans son cabinet. Adam était psychiatre, spécialisé dans les traumatismes. Il écouta mon récit sans m'interrompre, sans me juger. Quand je terminai, il resta silencieux un long moment, puis dit. Ce que tu prépares, ce sera traumatisant. Surtout pour toi. Tu es prêt à ça? Je dois l'être. Et après? Une fois que tu les auras confrontés, détruits, une fois que tu auras repris le contrôle. Que se passera-t-il? Tu y as pensé? Je n'y avais pas pensé. Ma vision de l'avenir s'arrêtait à l'instant de la vérité, de la justice rendue. Et après? Le vide. Tu seras seul, murmura Adam. Tout ce que tu as construit pendant des décennies, la famille, les relations, la confiance, tout disparaîtra. Es-tu prêt pour ce vide? Je suis déjà seul, répondis-je. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je vis dans un mensonge. Adam accepta d'être présent lors de la confrontation, en tant que soutien moral, témoin, bouée de secours si les émotions prenaient le dessus. La dernière semaine avant la confrontation fut dédiée aux préparatifs. Je louai une salle de conférence dans un hôtel. J'invitai les employés clés, les partenaires, quelques amis de confiance. Je préparai une présentation, au début, classique nos réussites, les projets à venir, puis, en douceur, le basculement vers l'épreuve de la trahison et des détournements. J'engageai des agents de sécurité discrets mais efficaces, pour s'assurer que personne ne quitte la salle avant la fin. J'installai des caméras supplémentaires pour enregistrer chaque réaction, chaque mot. La veille au soir, seul dans ma chambre d'hôtel, je regardais toutes les photos de famille de mon téléphone. Katrina enfant, adolescente, jeune femme. Irina souriante, belle, apparemment aimante. Des images de bonheur, qui n'étaient qu'une illusion. Avant de dormir, je regardais le plan de secours que j'avais préparé, une présentation alternative, à utiliser si les choses ne se passaient pas comme prévu. Une fin différente, une porte entrouverte pour Katrina. Une dernière chance, que je voulais lui donner, malgré tout. Je m'endormis en me demandant s'il restait encore en moi une place pour le pardon. Et si oui, pour qui? Le jour de la conférence arriva sous un ciel sans nuages et un soleil éclatant, comme si la lumière se moquait de l'obscurité dans mon cœur. La salle de conférence de l'hôtel Panorama brillait de décorations élégantes, des banderoles avec le logo de l'entreprise, des bouquets de fleurs, du matériel professionnel soigneusement préparé. Tout était parfait. Parfait comme il se doit pour l'enterrement de mes illusions. Je suis arrivé 2 heures plus tôt pour vérifier personnellement chaque détail. La présentation était prête. Les preuves classées. La sécurité en place. Adam, mon ami psychiatre, arriva peu après moi. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» me demanda-t-il en m'observant ajuster nerveusement ma cravate. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Les invités commencèrent à arriver, ponctuels, à 10 heures. Les employés clés, les partenaires commerciaux, quelques représentants de banques. Je les accueillais avec un sourire qui n'atteignait jamais mes yeux, échangeant des banalités sur la météo et les embouteillages. Irina arriva, élégante comme toujours, vêtue d'un tailleur bleu marine qui soulignait sa silhouette. Elle m'embrassa sur la joue et murmura. « Une organisation impeccable. Comme toujours, tu peux compter sur moi pour ce genre d'occasion. » Combien d'ironie contenait cette phrase?
Elle-même n'en avait sûrement pas conscience. Oleg arriva peu après, sûr de lui, rayonnant de succès. Il saluait tout le monde, distribuant cartes de visite, poignées de main et compliments. Le parfait partenaire d'affaires. Katrina entra la dernière, hésitante, le regard nerveux. Elle ne s'attendait pas à être invitée à une conférence de l'entreprise. J'avais réussi à la faire venir sous prétexte d'une annonce importante concernant la famille. « Papa, de quoi il s'agit, cette réunion ?» demanda-t-elle en m'embrassant la joue. « Pourquoi fallait-il que je vienne ? J'ai une annonce importante à faire. Elle concerne l'avenir de l'entreprise et de notre famille. » Un léger tressaillement de sa paupière fut le seul signe d'inquiétude. Une fois tout le monde installé, je me suis avancé, micro en main. La salle se tut. Tous les regards se posèrent sur moi. Au premier rang, Irina et Oleg étaient assis côte à côte, séparés seulement par une chaise vide. Katrina s'était installée quelques rangs plus loin, près de l'allée, comme si elle envisageait une fuite rapide. « Merci à tous d'être venus pour cette réunion spéciale », commençai-je d'une voix calme. Le visionnaire de l'architecture a parcouru un long chemin, passant d'une entreprise individuelle à un leader du marché. Ce fut un voyage incroyable, rempli de succès, de défis et de surprises. Je lançai la présentation. Sur l'écran apparurent des photos des débuts de l'entreprise. Un petit bureau, le premier projet, les premiers employés. Aucune entreprise ne réussit grâce à une seule personne. C'est toujours une question d'équipe, de collaboration, de confiance. Puis apparut une photo de moi et Oleg, nous serrant la main lors de la signature du contrat de partenariat. La confiance est le fondement de toute entreprise, de toute relation, de toute famille. Je regardai Irina droit dans les yeux. Son sourire se figea légèrement. Mais que se passe-t-il lorsque cette confiance est trahie ? Le slide changea. Il affichait désormais un tableau financier. Une comparaison entre les documents officiels de l'entreprise et les flux financiers réels. Que se passe-t-il lorsque la personne en qui vous aviez une confiance absolue se révèle être un voleur et un menteur ? Un murmure parcourut la salle. Oleg se redressa, fronçant les sourcils. Irina devint immobile. Permettez-moi de vous raconter une histoire. L'histoire d'un détournement, d'une trahison, d'un mensonge qui a duré des années, juste sous mon nez. Pendant plusieurs minutes, je présentais méthodiquement les preuves, documents financiers, contrats falsifiés, entreprises fictives de sous-traitance. À chaque slide, l'atmosphère devenait plus lourde. Les visages passèrent de l'incrédulité au choc, puis à l'indignation. « C'est un malentendu », s'exclama soudain Oleg en se levant brusquement. « Ces documents sont sortis de leur contexte. »« Tais-toi et assieds-toi. » répondis-je froidement. Je ne fais que commencer. Le slide suivant montrait des photos d'Irina et Oleg ensemble dans des lieux où ils n'auraient jamais dû être ensemble. Sur une plage, dans un hall d'hôtel, lors d'une réunion secrète avec des représentants de la concurrence. Une trahison professionnelle est une chose. Une trahison personnelle en est une autre. Irina devint livide. Son masque parfait commençait à se fissurer. « Michal, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » « Ah bon ? Et qu'est-ce que c'est, alors ? Éclaire-moi, Irina. » Point final. Je lançai l'enregistrement. Un extrait de conversation entre Irina et Oleg, enregistré par des caméras cachées dans notre maison. Une fois que tout sera prêt, nous disparaîtrons. Michal ne comprendra rien avant qu'il ne soit trop tard. L'entreprise s'effondrera, et nous serons à l'étranger, en sécurité avec l'argent. La voix d'Irina, froide et calculatrice, résonna dans toute la salle. Quelques personnes laissèrent échapper un cri de stupeur. Et le pire, continuai-je une fois l'enregistrement terminé, c'est que vous avez mêlé ma fille à tout ça. Je regardai Katrina droit dans les yeux. Elle restait immobile, pâle comme un mur. « Papa, ce n'est pas comme ça », commença-t-elle, mais je la fis taire d'un geste de la main. « J'ai des preuves, Katrina. Des rencontres avec Oleg. Un compte bancaire commun. Des plans d'achat immobilier à Majorque. La même date de fuite, le 15 juin. Des larmes montèrent à ses yeux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Oleg se dirigea soudain vers la sortie.
2 agents de sécurité lui bloquèrent le chemin. Personne ne sort tant que je n'ai pas terminé. Dis-je calmement. Il nous reste encore beaucoup à discuter. Irina se leva, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Tout cela peut s'expliquer. Michal, tu es bouleversé. Tu ne penses pas de façon rationnelle. Vraiment? Répondis-je avec un sourire glacial. Alors laisse-moi te montrer à quel point je suis rationnel. Je lançai le dernier slide, un rapport financier détaillé montrant l'ampleur de la fraude. Des millions d'euros détournés de l'entreprise pendant des années. Des preuves irréfutables. Tout cela a déjà été transmis au parquet. Mentis-je en observant Oleg devenir livide. La police attend mon signal pour vous arrêter. Katrina se leva d'un bond, tentant de s'approcher. Papa, je t'en supplie, écoute-moi. Les gardes la retinrent doucement mais fermement. Pourquoi devrais-je t'écouter? Après tout ça? Parce que tu ne sais pas tout. Cria-t-elle, désespérée. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Le désespoir dans sa voix me figea. Quelque chose dans ses yeux, une douleur authentique, de la peur me fit hésiter. Que veux-tu dire? Katrina regarda Oleg, puis Irina, avec un mélange de peur et de dégoût. Ils m'ont fait chanter. Oleg possédait des informations qui pouvaient ruiner ma carrière. Ils m'ont forcé à collaborer. Irina se leva d'un bond. Elle ment. Ne l'écoute pas, Michal. Silence. Grognai-je sans quitter des yeux ma fille. Continue, Katrina. La salle fut figée dans un silence absolu. Tous les regards étaient tournés vers ma fille, qui se tenait au centre, tremblante, mais déterminée à dire enfin la vérité. Katrina se tenait debout, au centre de la pièce, légèrement secouée. Tous ceux présents retenaient leur souffle, attendant ces mots. Même les agents de sécurité près des portes étaient figés, conscients de la gravité du moment. Tout a commencé il y a 2 ans, dit-elle d'une voix basse mais claire. J'avais des problèmes financiers avec ma marque de vêtements. J'avais besoin d'un investisseur. Elle regarda Oleg, qui la fixait avec un mélange de rage et... J'étais effrayé. Oleg m'a proposé son aide, un prêt à des conditions avantageuses. J'étais reconnaissante et naïve. Je ne savais pas que c'était un piège. Oleg fit un pas vers elle, mais le garde du corps l'arrêta d'un geste ferme. Après quelques mois, Oleg commença à exiger quelque chose en retour. D'abord de petits services, des informations sur tes projets, papa. Puis de plus en plus. Quand j'ai voulu me retirer, il m'a montré des documents. Faux, mais parfaitement bien fabriqués. On aurait dit que j'étais impliqué dans du blanchiment d'argent. Irina ricana avec mépris. Ne crois pas ces absurdités, Mikhail. Elle a toujours été une manipulatrice. Comment oses-tu? Ferme-la. Grognai-je, sans détacher mon regard de ma fille. Continue, Katrina. Il m'a fait chanter avec ses documents. J'ai dû faire tout ce qu'il disait. Ensuite, ils m'ont entraîné plus profondément. Un compte bancaire. Une villa à Majorque. Tout cela était une couverture pour leur fuite. Moi, je devais rester ici, comme complice. Celle qui endosserait une partie de la faute. Elle se tourna vers moi, les yeux pleins de larmes. J'ai essayé de t'avertir, papa. Toutes ces questions sur les finances de l'entreprise, lors de notre déjeuner. Je voulais que tu commences à te méfier, que tu vérifies mieux. Mais j'étais trop terrifié pour te le dire franchement. Je regardais Ira et Oleg. Leur visage exprimait une fureur pure. Ils ne niaient rien. C'était la seule confirmation dont j'avais besoin. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Demandai-je, sentant quelque chose se briser en moi. Parce qu'ils m'ont dit, sa voix se brisa. Ils ont dit que si je t'avertissais, ils ne détruiraient pas seulement ma vie, mais la tienne aussi. Qu'ils avaient des preuves contre toi. Que tu finirais en prison avec eux. Point. Le silence tomba. Les invités de la conférence restaient figés, comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre intense. Adam, mon ami, s'approcha, prêt à intervenir si les émotions prenaient le dessus. Soudain,
Oleg éclata de rire. Un rire sec, désagréable. Quelle belle petite histoire, vraiment émouvante. À mon tour. Non. Tranchai-je fermement. Tu as déjà raconté suffisamment de mensonges pendant toutes ces années. Je me tournai vers les invités. Je suis désolé que vous ayez dû être témoin de cette scène familiale. Mais je voulais que vous compreniez pourquoi l'entreprise va subir de profonds changements. Je sortis un dossier de ma mallette. Voici les preuves des détournements. Des copies pour le procureur, le conseil de surveillance, la police. Ina devint encore plus pâle. Que vas-tu faire, Mikhail? Tous retinrent leur souffle. C'était le moment que j'attendais. Le moment de triomphe. De justice. De vengeance. Je pouvais les anéantir d'un mot. Puis, je regardai ma fille. Son visage inondé de larmes. La peur et l'espoir dans ses yeux. Puis la salle, pleine de gens. Des employés, dont les vies dépendaient de cette entreprise. Des partenaires qui avaient lié leur avenir au nôtre. Je vais faire ce que je dois faire, en tant qu'homme d'affaires responsable, dis-je lentement. Et en tant qu'homme qui a encore un peu de décence. Je m'approchai d'Oleg et d'Irina, me plaçant juste devant eux. Vous avez deux options. La première, je vais voir la police avec tout ça. Le procureur reçoit le dossier complet. Vous prenez 10 ans de prison, minimum. L'entreprise s'effondre. Tout le monde perd son emploi. Oleg déglutit. La seconde, vous signez les documents préparés par mes avocats. Vous renoncez à toutes vos parts. Vous restituez chaque centime volé. Et vous disparaissez de ma vie. À jamais. Irina éclata d'un rire incrédule. Après tout ça, tu vas simplement nous laisser partir? Je n'y crois pas. Je ne fais pas ça pour vous. Répondis-je froidement. Je le fais pour eux. Je désignai les employés. Ils ne devraient pas payer pour vos crimes. Et pour ma fille, qui mérite une seconde chance. Je regardai ma montre. Vous avez 24 heures pour décider. Les documents sont chez l'avocat. L'argent, vous le transférez sur les comptes indiqués. Ensuite, vous quittez le pays. Ou, je m'en fiche. Si vous revenez, toutes les preuves iront au procureur. Oleg voulut parler, mais je l'arrêtai d'un geste. Ce n'est pas une négociation. C'est un ultimatum. Je me tournai vers les gardes. Sortez-les. Et assurez-vous qu'ils quittent le bâtiment par des sorties différentes. En passant près de moi, Irina s'arrêta un instant. 30 ans de mariage, et c'est comme ça qu'on se quitte, demanda-t-elle à voix basse. Je la regardai. Cette femme que j'avais aimée pendant une grande partie de ma vie. Et je ne vis plus qu'une étrangère. Une coquille vide. Sans la moindre trace d'émotion sincère. Notre mariage était fini depuis longtemps. Peut-être même n'avait-il jamais commencé. Quand les portes se refermèrent derrière eux, un silence lourd s'abattit. Katrina restait seule au centre de la salle, incertaine de ce qu'elle devait faire. Et moi, papa, demanda-t-elle doucement. C'était la question la plus difficile. Malgré ses explications, malgré les circonstances atténuantes, le fait restait là. Elle était impliquée. Jusqu'où allait sa faute? Avait-elle vraiment essayé de m'avertir, ou était-ce encore un mensonge? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. J'ai besoin de temps. Et de preuves que ta version est la vérité. Je comprends, répondit-elle en hochant la tête. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Je me tournai vers les autres invités, essayant de retrouver un ton professionnel, malgré cette situation surréaliste. Je vous présente mes excuses pour cette interruption. Notre entreprise va désormais entrer en phase de restructuration. Je vous assure que tous les projets seront poursuivis, et que tous nos engagements seront respectés. La salle commença lentement à se vider. Adam s'approcha, posant une main sur mon épaule. C'était une décision difficile, dit-il. Mais probablement la bonne. Vraiment? Demandai-je, soudain incertain. Peut-être que j'aurais dû les détruire, après tout ce qu'ils ont fait. Et ça t'aurait apporté quoi?
Un bref sentiment de satisfaction, puis il ne resterait que des ruines. Celles de ta société, de ta famille, et de toi-même. Je hochai la tête, sentant une fatigue immense m'envahir. L'adrénaline retombait, laissant place à un vide profond. Et maintenant? Murmurai-je. Adam sourit légèrement. Maintenant, tu recommences. Tu reconstruis ce qui peut l'être. Tu apprends à vivre avec la vérité. Et peut-être, un jour, tu apprends à pardonner. Pas pour eux. Pour toi. Point. Je restais seul dans la salle de conférence vide, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Ma ville. Celle que je connaissais depuis des années. Mais que je devais désormais redécouvrir, avec un nouveau regard. Un long chemin m'attendait. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression qu'il menait en avant. Et non pas vers une spirale de mensonges et de vengeance. My words. Okay, chat. We are gonna have health potions, regeneration potions, and strength potions pretty soon here. Looking forward to that. Still got 3 fire potions, which is excellent. Guys, I still can't decide. Oh, I didn't need to do that at all. If I should try trading gold or try to find a warped forest, dude. Both options are bad. I mean, at this rate, I've traded I don't know how many hundreds of gold and got no pearls, but I also don't know where to find a warped forest. It was super freaking far away when I located it. Alright, instant health. Let's go ahead and make that instant health dose. Yeah, I know Spanish. Aw, dang it. Aw, dang it. Oh, shit. Oh, he lost 3,900. Ouch. Blup, 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 blup. Alright, let's go ahead and make those splashers. Okay, I don't need feathers. We are not at a point where we really need... Internet's out. We'll be back when internet comes back. Alright, Q. Sorry about that, man. I guess the stream is just too good, man. Can't handle the vibes, the immaculate vibes that this stream provides. Probably using Spectrum. Okay, food is a problem. We filled up on wood, which is good. Yeah, dude, I'm like almost completely out of food. This is not good. Not freaking good at all. And something. Oh my god, pigs. Come to Papa. Sorry, but it won't be possible. I'm lost again. Oh, there's another dog. I don't know if I have bones in the chest.
I believe I threw away my bones. I do have bones. Come here, buddy. Yes. Easy. Come on, buddy. Okay, we got a little bit of food. I'll keep me going. Alright, regeneration. Let's make that regeneration 2. I don't have redstone, so I can't elongate it, so we'll just keep it. We'll just make it a double dose. For that quick heal.